Merci. Bien, Denis Rosier, je l'ai présenté tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Et donc, on va lui laisser la parole immédiatement. Denis, à toi. Merci Didier. Donc je tiens à remercier Michel Signet, Fabien Camporelli et François Podemain de m'avoir invité à ces journées spécialisées de natation. C'est vraiment un grand honneur pour moi, je vous en remercie. Donc moi je suis Denis Rosier, je suis professeur d'éducation physique à Limoges, où il pleut beaucoup moins qu'à Lille, et où bientôt on aura une très belle piscine. Voilà. Vous allez voir que on est sur le même thème, la transformation de la motricité aquatique avec Ludovic ce matin, et que vous allez voir une approche totalement différente. Tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes représentations, donc les mêmes préoccupations. Lui, il est sur les problématiques des théories de l'apprentissage. Moi, je vais être plutôt sur le thème de l'acquisition et de l'enseignement, de l'éducation, de la natation, et donc avec des préoccupations qui seront par exemple plutôt institutionnelles. C'est-à-dire que moi, quand je vais proposer des situations, automatiquement et inconsciemment, et parce que ce sont mes représentations, elles vont toujours être replacées dans leur contexte d'enseignement, d'entraînement ou d'apprentissage. Donc cette intervention se fera en 3 parties. La première va explorer les difficultés que l'on rencontre dans la transformation de cette motricité aquatique. Et j'évoquerai l'hypothèse d'une carence dans le rôle joué par les systèmes qui permettent habituellement le contrôle des actions motrices du terrien. La deuxième partie va s'appuyer sur 2 cas de transformation importantes chez les nageurs non experts. Et enfin, la troisième partie sera consacrée au type de situation et d'exercice des stratégies pédagogiques utilisées habituellement en natation. Je commencerai par cette citation de Didier Delinière en 1998 dans un congrès de la CAPS, en soulignant que en fait, les rapports entre la théorie et la pratique font l'objet de débats permanents. Depuis hier, on est dans ce type de discussion. Et il est pertinent de penser qu'actuellement, ces 2 domaines sont en interactivité et s'interrogent ou se valident mutuellement en permanence. La relation théorie-pratique est un des critères majeurs dans l'évaluation des compétences des futurs enseignants. D'autre part, il est de plus en plus fréquent de voir se côtoyer au bord des bassins l'entraîneur et le savant. On parlait d'équipes complètes qui sont maintenant à la disposition des nageurs de haut niveau. Les images que vous allez voir maintenant, elles peuvent être complétées d'ailleurs avec tout l'affichage qu'il y a autour dans cette salle, montrent que une grande diversité des stratégies, des moyens proposés dans l'histoire pour essayer de transformer la motricité aquatique. 1925, à Tourcoing, pas très loin d'ici. Voilà, vous avez des méthodes, stratégies d'apprentissage. Alors, ces solutions sont motivées par des objectifs d'apprentissage, d'acquisition, de gestes de la natation. Et quelles que soient les conceptions, ce foisonnement de dispositifs technologiques ou pédagogiques nous indique clairement que les enseignants et les éducateurs rencontrent des difficultés importantes dans la mise en place de la motricité efficace. Alors vous avez des solutions surprenantes, ingénieuses, farfelues quelquefois, innovantes, pertinentes, simplistes ou complexes, qui ont été apportées à ce problème. En fait, on aurait pu voir se généraliser de façon plus simple, basée sur des méthodes basées sur des répétitions de gestes avec juste quelques dispositifs de flottaison. Mais en fait, on voit qu'il y a eu beaucoup de moyens et de solutions apportées, très ingénieuses, avec des machines. Et là, on arrive un petit peu à l'heure actuelle. Et en reprenant la classification qu'avait utilisé Patrick Pelayo et Thierry Terré,
Donc les acteurs de la natation ont été successivement les humanistes, les militaires, les médecins, les professionnels, les sportifs, les éducateurs. Et on pourrait y ajouter maintenant les marchands. Il y a même un GPS, c'est peut-être pour pas se perdre dans la piscine, non, je pense pas. Et en cherchant un petit peu dans d'autres activités pour voir comment les stratégies utilisées pour la production d'un geste moteur, j'ai trouvé que celle-ci, le golf. Donc c'est vraiment que la natation pose un problème dans sa transformation de cette motricité au vu de tout ce qui a été déployé comme effort d'ingéniosité. Alors, dans ce thème, transformer la motricité aquatique, on peut se poser une question, c'est est-ce qu'il existe une motricité aquatique? Puisque qu'on veut transformer. Si on observe les animaux, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un cheval, donc c'est un plutôt nageur débutant, puisqu'il arrive juste dans l'eau. Donc c'est quelqu'un qui fait la rééducation des chevaux en milieu aquatique. Vous voyez une première phase où ce cheval reproduit exactement sa locomotion habituelle. Vous allez voir que dans une deuxième phase, on a une perturbation. On voit que le mouvement est moins fluide, il y a des arrêts, il reprend. On n'a plus du tout le trot qu'on avait au départ, qui était le trot naturel. Et toute cette séquence dure en fait une demi-heure. J'ai fait un petit montage et j'ai regardé les 3 phases. Voilà. Et on arrive à la fin de la séance. Vous allez observer qu'en fait, ce cheval reprend une motricité au départ, mais elle est modifiée. Vous allez voir, les mouvements sont beaucoup plus grands, il y a beaucoup plus d'amplitude, la fréquence a diminué et le mouvement est devenu plus fluide. Donc en fait, on peut penser qu'en fait, le milieu lui-même, déjà, est un premier facteur de transformation de la motricité. On pensait que ces animaux n'utilisaient que leur motricité, leur locomotion terrienne, mais en fait, on voit que cette locomotion peut évoluer par rapport aux caractéristiques du milieu. Alors, qu'en est-il au niveau de la motricité humaine? Mais lorsqu'on observe les bébés nageurs, on pourrait deviner l'état de leur locomotion terrestre, en fait. On voit qu'au départ, il n'y a pas de locomotion, terrestre, donc ils n'ont rien à reproduire dans le milieu, en fait. Donc on voit quelquefois une absence de gestes. Puis, des gestes... alors on voit déjà cet enfant qui a une motricité déjà un petit peu plus élaborée au niveau de la locomotion, commence à faire des gestes plus élaborés dans l'eau. On voit des mouvements alternés, des mouvements simultanés. Donc là, on voit cet enfant qui est capable de remonter sur le bord, donc qui a déjà une bonne motricité terrienne, qui est capable de faire une impulsion et d'arriver dans l'eau. Et je voulais montrer cette image parce qu'on va voir un geste qui est complètement inédit. Vous allez le voir ici au ralenti. On voit un geste qui, lui, ne correspond pas du tout à la locomotion, ni à l'appréhension, ni à la manipulation. C'est un geste qui est complètement inédit dans sa motricité de terrienne. Donc ça veut dire que le milieu, quelque part, a joué un rôle pour induire de nouveaux gestes. Comment va se transformer cette motricité aquatique? Bon, bien sûr, sous l'influence de l'environnement. Alors, qui peuvent être les enjeux, ça peut être la sécurité ou la recherche d'efficacité dans différents contextes, le contexte éducatif, le milieu sportif, mais également, on le voit se développer actuellement, les habitudes de santé, l'utilisation de la natation pour entretenir sa santé. Voici quelques images qui montrent en fait les problèmes qui vont se poser à l'enseignant, à l'éducateur. On voit donc cet élève qui n'a pas les pieds bien orientés en brasse, les élèves qui n'ont pas de motricité organisée et qui ont du mal à s'aligner, s'allonger. En fait, on verra qu'ils n'ont assez peu conscience de ce qu'ils produisent comme mouvement. Et des problèmes de coordination, on voit ici. Et là, des problèmes de repère avec un mouvement qui n'est pas construit et qui n'est certainement pas contrôlé. Donc en fait, on va parler également on va aborder quelques problèmes, comme le problème des représentations, c'est que cet élève qui est en train de nager a certainement un schéma mental qui guide son action
et s'il y a souvent un décalage entre ce qu'elle fait et ce qu'elle pense faire. Ce décalage peut avoir en fait 3 raisons. C'est soit la représentation initiale qui a guidé son action est incorrecte, donc à ce moment-là peut-être que le rôle de l'éducateur ce sera de reformuler des consignes, de réexpliquer, ou alors les informations renvoyées par le système sensoriel sont absentes, fausses ou incomplètes. Ce qui fait que n'ayant pas ce retour sensoriel, il n'y a pas de correction possible. Juste, alors, je vais revenir assez rapidement sur ces informations sensorielles et leur origine. Donc, si on a tout d'abord les fuseaux neuromusculaires, qui sont situés, eux, au cœur des muscles, donc ils renseignent sur la vitesse de contraction et sur la longueur du muscle. Alors, leur sensibilité est accrue lorsqu'il y a un mouvement volontaire par l'activation des motoneurones gamma. Rapidement, donc ensuite, pour se renseigner donc, sur la position des articulations, on a également les organes tendineux de Golgi, qui eux sont situés à la base, à la jonction muscle-tendon, et qui renseignent donc, eux, sur la modification de la longueur du muscle. Et enfin, les récepteurs articulaires, qui sont situés donc sur les capsules articulaires, qui réagissent aux modifications de la tension de cette capsule, donc lors de mouvements. Ils sont actifs sur des positions extrêmes, donc ils envoient des informations importantes lorsque l'articulation est dans une position extrême, mais si l'articulation est immobile, il n'envoie aucune information. Et le contrôle moteur, il est réalisé lorsque on a la correspondance entre l'action motrice volontaire, donc la courbe afférente, qui est déclenchée, donc le mouvement va se déclencher, et lorsque le mouvement est déclenché, les capteurs vont enregistrer ce mouvement, et donc vont renvoyer les informations. Et le contrôle est effectué lorsqu'il y a correspondance entre cette courbe afférente et le retour et la perception du geste qu'on est en train d'effectuer. En fait, un mouvement ne se réalise pas dans l'absolu. Il se fait relativement à l'ensemble, au reste du corps, au mouvement du corps, et il s'intègre et s'adapte au mouvement, au comportement moteur général du moment. Vous voyez, donc il y a, en fait, un geste ne peut pas se produire, on ne peut pas isoler un geste, il se met toujours dans un contexte d'ajustement postural notamment. Et donc on voit que le milieu va poser un problème parce que cette organisation posturale habituelle, elle se fait donc de terrien lorsqu'on a la tête est placée en position verticale et lorsque le poids va jouer, on va voir que le poids va jouer un rôle essentiel. En fait, ce qui va se passer, c'est que les actions d'adaptation à la force de la gravité, habituellement du terrien, n'ont plus lieu d'être. Si je mets mon bras comme ça sans contrôle visuel, je peux le maintenir, je sais où il est, je peux changer l'angulation et avoir une idée de ce qui se passe. Parce qu'en fait, en ce moment, tous les capteurs fonctionnent parce que je suis en train de lutter contre le poids de mon bras, qui a tendance à tomber. Donc comme il y a une contraction permanente, les récepteurs, dont je viens de vous citer, envoient des informations en permanence. Ce qui va se passer, c'est que dans le milieu aquatique, il va y avoir plusieurs perturbations. D'abord, le système limbiratique, la tête étant tournée vers le bas, qui doit être orienté. Ensuite, je me déplace, le regard n'est pas dans le sens du déplacement. Vous pourrez essayer de vous déplacer tout à l'heure, même en terrain dégagé. Ne regardez pas où vous allez, c'est très perturbant. Et enfin, ce que je viens de dire donc, à propos du poids, la pseudo-apesanteur, on fait que on n'a plus les membres ne sont plus soumis à l'apesanteur, donc on a un équilibre entre la poussée d'Archimède et le poids qui fait que je n'ai plus à lutter contre cette pesanteur, donc les muscles n'ont pas besoin de se contracter pour maintenir la position. Donc ces récepteurs n'envoient plus d'informations, ils n'ont plus ordonné. Le fait qu'ils n'envoient plus les informations
ne va pas me permettre de réaliser la jonction entre l'ordre moteur et le retour perceptif. Et donc va me poser des difficultés dans le contrôle moteur. Alors comment peut-on remédier à ces problèmes, de cette carence proprioceptive? Généralement, tous les enseignants le font, tous les éducateurs vont utiliser par exemple d'autres types de perceptions pour pouvoir pallier à cette carence. Exemple, je peux donner des indications pour le placement des bras, comme les bras, bouche, les oreilles. Donc j'utilise du tactile. Donc, et en plus, je mets donc dans des positions, mon articulation dans une position extrême. Donc je vais retrouver des sensations. On peut amplifier les sensations, par exemple, tous les exercices qui consistent pour sentir la main, parce que les débutants n'ont pas conscience des mouvements qu'ils font. On peut leur demander de faire 4 coups de bras poings fermés, et ensuite 4 coups de bras main ouverte. Le contraste va faire qu'il va sentir les appuis, et donc amplifier les sensations au niveau de la main. Et donc prendre conscience du trajet, peut-être prendre conscience de l'action et du trajet de la main. Ensuite également, ça provient de la théorie de neurophysio, par exemple, de Paillard, qui dit que l'apprentissage moteur peut se faire par une mobilisation progressive des articulations, d'abord situées plus proche de l'axe du corps, l'épaule, avant d'arriver à la mobilisation du bras. Donc dans l'apprentissage, on va peut-être apprendre à bouger l'épaule et les hanches avant de commencer à s'occuper de la main. Voilà des types d'exercices qui consistent justement à faire qui visent à reconstruire une posture de référence. Donc là, le but c'est, la posture de référence c'est aligné, bras tendus, jambes tendues. On la perturbe et on essaye d'y revenir ensuite. Voilà. Donc sentir ces mouvements, c'est une espèce de reconstruction proprioceptive. Et pour terminer sur ce chapitre, je vais revenir aux images que vous avez vues tout à l'heure. 1925, Paul Bult. La perche tactile. On substitue le manque d'information, on rajoute une information tactile pour localiser les membres. Les pieds se touchent, les mains se touchent. J'utilise du tactile pour apprendre le mouvement. Et enfin, dernière chose, on se met dans des situations extrêmes, l'articulation de la hanche, donc je retrouve des sensations. En plus, je vais utiliser des mouvements qui mobilisent des muscles qui sont assez sensibles, tels que les adducteurs. Donc en fait, on voit que cette démarche de Paul Bult, elle avait trouvé les solutions pour pallier à cette déficience proprioceptive. Pour terminer, pour ceux qui connaissent un peu ces documents sur Paul Bult, il terminait son année en faisant une démonstration avec tous ces nageurs. Les nageurs que vous avez vus au bout de leur câble et qui apprenaient le mouvement avec un mouvement plié, écarté, serré, on les retrouve à la fin de l'année, ils font une démonstration devant tous les élus. Paul Bult devait justifier un petit peu tout l'argent qu'il avait demandé à la municipalité pour apprendre à nager, parce qu'il a appris à nager quand même à tous les enfants de Tourcoing. Et on voit un défilé de nageurs qui nagent la brasse. Et on s'aperçoit que cette brasse qu'ils utilisent n'est pas du tout celle qu'ils ont apprise. C'est-à-dire que cette brasse va commencer à les mouvements vont être plus fluides, plus adaptés, plus arrondis. Ça, c'est vraiment la première étape qui sert en fait à apprendre la forme du mouvement par des sensations tactiles essentiellement. Et ensuite, cette nage va devenir un petit peu plus autonome. Et les enfants vont réaliser donc une brasse, bien sûr, ce qu'on appelle maintenant une brasse utilitaire ou sécuritaire, mais qui va devenir un peu plus performante par la suite. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie, c'est comment construire et transformer cette motricité aquatique. En fait, on s'aperçoit que la difficulté va également provenir du fait que les nages sont formés d'un ensemble de mouvements et qu'il va être difficile de modifier un mouvement sans modifier toute la nage. Ce que évoqué tout à l'heure. En plus, ces mouvements vont s'enchaîner de façon automatisée. Les nageurs, les jeunes nageurs non experts, n'ont pas toujours conscience de cet enchaînement d'actions et de ce qu'ils font. Et en observant en détail ces mouvements, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont vraiment imbriqués à tel point qu'un mouvement en amène un autre et ainsi de suite.
Et souvent, ils n'ont pas conscience de ces mouvements, donc je disais, sauf si on intervient et qu'on lui fait une remarque sur tel ou tel morceau de nage, dans son tel ou tel geste, et à ce moment-là, il peut en prendre conscience. Si, par exemple, il s'agit de modifier l'orientation du pied en brasse, c'est assez minime, c'est simplement une question d'orientation de segment. On ne touche pas à la nage en général, on peut arriver à une modification assez rapidement et assez simplement. Mais si on veut toucher à la structure de la nage, à ce moment-là, la nage elle-même va résister à ce changement. Si je veux mettre en place des phases de glisse, on en a parlé tout à l'heure, si je veux enlever ou remettre une phase, allonger une phase, à ce moment-là, je modifie complètement la structure du geste et j'aurai de très grandes difficultés à effectuer cette modification. Je vais illustrer ce dernier point par l'étude d'un cas. Je vais vous présenter une situation d'apprentissage dont l'objectif est indiqué ici, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure avec Ludovic, on ne s'était pas concerté avant, on est tombé sur exactement le même exemple dans les coordinations. Donc on va essayer de modifier cette coordination de nage. Donc comme vous l'a montré Ludovic tout à l'heure, on a le nageur débutant va mettre en place fait correspondre les actions propulsives avec des actions de retour. C'est-à-dire que lorsqu'en fait un train propulse, l'autre freine. Donc un très mauvais rendement de la nage. Pardon. Donc on va voir ce nageur, on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc voilà, cette brasse en accordéon. Donc vous voyez, j'ai fait un arrêt sur image en début de cycle. Et là, vous voyez le déroulement d'une première phase, propulsion bras sur le retour des jambes. Et là, vous allez voir la deuxième phase du mouvement, le retour des bras et la propulsion des jambes. Donc en fait, cette nage n'est pas du tout efficace à la mesure où si cet enfant essaye d'accélérer, va augmenter les résistances autant qu'augmenter la propulsion. C'est-à-dire qu'elle va avoir un gain minime de vitesse mais dépenser une énergie considérable. Donc une économie de nage vraiment peu intéressante. L'expert, on l'a vu tout à l'heure, lui, il a une logique de mettre en face de chaque phase propulsive une phase de glisse. Donc lorsqu'il propulse avec les jambes, les bras ici sont en glisse. On peut reconnaître l'expert aussi une caractéristique constante, c'est que l'expert va déclencher la propulsion des jambes uniquement lorsque les bras seront tendus, auront fini leur retour. Ça, c'est vraiment la caractéristique commune de tous les experts. Voilà. Ici, vous avez une phase de glisse des bras et une phase de glisse des jambes. Si je fais un 200 brasses, voilà ça par exemple, je suis dans cette configuration-là, je fais un 200 brasses, j'ai une phase de glisse commune aux deux. Si cette fois-ci, je fais par exemple un 100 mètres brasse, je vais commencer la propulsion des bras ici. Donc je suis dans une coordination qu'on appelle en juxtaposition. Si je suis sur du 50 brasses, je vais démarrer ici, ce que tu montrais tout à l'heure Ludovic avec le X presque. Donc les experts sur un 50 mètres brasse vont démarrer la propulsion ici. C'est-à-dire qu'on aura un léger chevauchement entre l'action propulsive des bras et l'action propulsive des bras et des jambes. Pardon. Donc juste rapidement, on revoit des images de cet expert. Vous voyez, quand il tire sur les bras, quand il fait sa propulsion bras, les jambes sont tendues. Et quand il pousse sur les jambes, c'est sur des bras qui ont fini leur retour. Voilà maintenant, dans la situation que je vais vous présenter, ce que je vais essayer d'obtenir. Déjà, de mettre en face des élèves, c'est de mettre en face des actions propulsives une phase de glisse. Donc ici, action propulsive des jambes, essayez de mettre une phase de glisse. On verra que dans cette première phase qui va être, on n'arrivera pas totalement à dissocier, à faire que les élèves attendent la fin du retour des bras pour pouvoir propulser avec les jambes. Il y aura encore ce chevauchement.
Mais surtout également, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est la notion de cycle. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. C'est-à-dire que le mouvement va démarrer sur un corps aligné et se terminer sur un corps aligné. C'est-à-dire qu'on aura une notion de cycle. Les nageurs, le débutant que vous avez vu tout à l'heure, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Donc voilà les objectifs de la situation que je vais vous présenter. Et je vais commencer par vous montrer donc la façon dont il nage au départ. Donc ça c'est la situation de départ. Classe de 5e, assez bon nageur. Les pieds sont bien orientés, vous remarquez. Donc on a cette brasse avec la superposition des actions telles que je viens de vous les décrire. Voilà. Donc pas d'appréhension, hein, ce sont des assez bons nageurs. Hein. Mais voilà, c'est une brasse qu'on appelle donc utilitaire sécuritaire. Alors il y a l'effet caméra. Hein. Alors je vais vous expliquer les conditions de la réalisation de ce film. En fait, vous voyez qu'il y a des réminiscences de consignes qui leur ont été données sur d'autres nages ou dans d'autres séances. Ces élèves s'appliquent, ils tendent les bras quand même devant, mais on voit qu'ils s'écartent immédiatement. Ils essayent de mettre la tête dans l'eau parce que quelque part, voilà, on leur a dit qu'il fallait nager la tête dans l'eau. Donc en fait, voilà, ils confondent un petit peu toutes les consignes, ils s'appliquent. Et moi, quand je les ai repérés, tous ces élèves, je les ai pris dans la classe. Ils nageaient moins bien que ça. Mais l'effet de passer en vidéo, leur dire vous allez nager comme vous avez l'habitude, déjà ils essayent de s'appliquer. On voit des actions, même si on voit que la coordination n'est pas modifiée. Les conditions de cette situation que je vais vous présenter maintenant, qui va démarrer, se sont réalisées sur une séquence de 40 minutes. Au montage, vous allez voir que c'est beaucoup plus court, j'ai fait des coupures. Il y a 6 élèves. Je ne vais pas tous vous les montrer, je vais vous montrer les caractéristiques essentielles et de voir leur évolution. Donc, les conditions, 40 minutes, 6 élèves, une situation, un seul essai. Je l'explique, je donne les consignes, les contraintes, la tâche, vous allez voir, je vous expliquerai en fait comment est construite la situation et comment est présentée la tâche. Et donc, vous avez en situation réelle l'évolution de la motricité et la transformation de la motricité de ces élèves. Ça, on vient de le voir, pardon. Donc, première situation, je leur demande de glisser le plus loin possible. Cette situation simple que tout le monde connaît de glisser ventral va me servir de base pour l'exercice ensuite. C'est bien que ça démarre. Voilà. Donc je vais juste... Alors, vous voyez les repères qui sont posés parce que glisser le plus loin possible, j'ai concrétisé le but en posant des repères. Donc les élèves vont regarder pour voir où ils sont arrivés. Et c'est celui qui va le plus loin. Donc quelque chose de très classique. Mais cette position que je leur demande de prendre dans un exercice qu'ils savent déjà faire, va servir de base à toute la suite. Donc je vais passer, vous voyez tous ces élèves, je vais passer sur la situation suivante. Donc ça va me servir de base de travail. Le but de la tâche est toujours d'aller le plus loin possible. Je vais simplement donner une consigne en disant que ce sont les bras, définir le cycle de bras. Ce sont les bras qui commencent et les jambes qui vont terminer. Donc quand les bras commencent, les jambes ne font rien et à la fin, on a le mouvement de jambes. C'est tout ce que je leur dis. Mais je leur impose de débuter par la phase de glisse, que vous venez de voir, de réaliser ce cycle et de finir par une phase de glisse. Je leur explique que c'est un mouvement et un seul. Et je leur explique de la façon suivante. Vous faites votre mouvement, vous terminez par les jambes. Quand vous revenez ici, c'est fini. Si vous commencez à écarter les mains, c'est 1, quelque chose, vous avez perdu. Donc la situation est claire, je leur explique bien. Donc on a réussi si on va loin, et en plus, on n'a fait qu'un seul mouvement. Donc voilà. Voilà donc cette deuxième situation, avec cette contrainte. Donc entre la première situation et la deuxième situation, il y a eu 5 à 6 minutes d'explication. Les élèves sont dans des conditions optimum, c'est-à-dire que là, ils passent un par un, ils ont le temps, pour les besoins du film, ils ont le temps de se concentrer, ils observent les autres. Vous voyez, ici, petite perturbation, vous voyez que ça, c'est pas facile, là, le mouvement de jambe ne s'est pas réalisé complètement.
voyez, le début de la deuxième, tout de suite on revient sur la contrainte qui était de finir les deux bras devant. En fait, je ne leur présente pas du tout l'exercice comme nager la brasse. C'est aller le plus loin possible en faisant qu'un seul mouvement. Je décontextualise complètement. L'ancienne nage, je ne fais absolument pas référence à l'ancienne nage. On est en train d'apprendre, on fait un exercice. Volontairement décontextualisé. Même chose, mais cette fois-ci, je reviens, pardon. Même chose, cette fois-ci, 2 cycles. Donc la réponse attendue, c'est bien une phase de glisse, un cycle, une phase de glisse, un cycle, et finir par une phase de glisse. Donc, voilà la réponse des élèves. Donc, c'est leur 4e passage. Glissée ventrale. 3e, pardon. Si ça voulait démarrer, ce serait bien. Excusez-moi, ça démarre pas. Voilà. Donc, voilà, comme le but est d'aller le plus loin possible, ils exagèrent les phases de glisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont compris, on a discuté un peu, qu'il fallait glisser le plus longtemps possible avant de faire le mouvement suivant. Je vais passer, alors, donc vous voyez bon, le suivant, je vais passer à l'exercice suivant. Voilà, disqualifié, pas bien ça. Je lui ai dit d'ailleurs qu'elle était disqualifiée. L'exercice suivant est placé comme ça, c'est-à-dire que là on revient dans un contexte de nage. Je leur dis, bah, vous allez faire la même chose pour pouvoir réussir. La tâche que je vous demande, la contrainte, c'est vous devez faire 25 mètres. Et si vous faites bien ce que vous venez de faire, c'est-à-dire si vous glissez bien, vous devriez normalement réussir en faisant moins de 12 cycles. Si vous faites plus de 12, vous avez perdu. On va regarder les 2 premiers. Alors, vous pouvez les compter, voilà, elle va faire 11, je crois. Donc là, c'est toujours pas très contextualisé, c'est-à-dire que ça reste toujours un exercice. On n'est pas sur la natation de performance. L'exercice est de faire le moins de cycles, enfin, pas le moins de cycles possible, moins de 12 cycles, pour que ce soit un peu plus concret. Donc ils ont compris que pour pouvoir faire cette tâche, il fallait faire ce qu'ils avaient réussi avant. Donc je vais passer à la diapo suivante, à la suite du film. On arrive à 35 minutes de la séquence. Alors j'avoue que c'est un petit peu particulier. J'ai que 6 élèves, j'ai 40 minutes. Ils passent un par un, j'ai le temps de leur expliquer à chacun à chaque fois qu'ils passent. C'est un contexte un peu particulier. C'est simplement pour montrer, l'objectif était de montrer qu'on pouvait transformer une motricité aquatique complexe et notamment une coordination. Et enfin, on va mettre à l'épreuve tout ça. Au repère, ils doivent changer de nage. Vous nagez comme avant, au repère, vous changez. C'est tout ce que je leur ai dit. Le repère étant le pool boy que vous avez vu sur le bord. On va voir un troisième. Ah non, je vous montrer un petit peu, il y a une réaction
sur le dernier. Donc vous voyez que bon, il nage, on voit réapparaître la nage qu'on a vue dans le premier bout de film que je vous ai montré. On voit bien que dans la première partie, il nage à peu près la même chose. Et que ce n'est pas modifié du tout. On voit que cette première partie n'a pas du tout été modifiée. Il nage toujours comme avant. Alors en fait, moi j'appelle ça une première étape. Parce qu'en fait, on a fait peut-être la partie la plus facile. Parce que la suite, vous voyez, donc il y a la propulsion jambe quand même va se... Hein, voilà, elle est un petit peu pendant le retour, donc ça va rester, c'est perturbant. Mais surtout, il va y avoir une étape importante, et pour un prof de PS, on va dire, l'étape qui manque, c'est de donner du sens à tout ça. Je suis d'accord que l'approche est relativement analytique. C'est-à-dire que je pars sur un but que je veux atteindre. Maintenant, le problème est de savoir si je les mets dans une situation de production de performance, comment ils vont nager? Moi, je connais la réponse, ils vont nager comme avant. Donc, il va falloir, tout le travail de la deuxième étape, ça va être de donner du sens à ça. Par exemple, de montrer que, en les faisant passer ces élèves, en leur montrant que je leur demande d'aller le plus vite possible sur 25 mètres, ça donc je l'ai fait avec eux, et ensuite de nager le plus vite possible sur 25 mètres en faisant la brasse avec des cycles, avec de la glisse. Donc je l'ai fait, ils gagnent 2 à 3 secondes sur le 25 et surtout ils font 8 à 9 coups de bras en moins. Voilà. Donc il y a un gain de vitesse et un gain énergétique puisqu'il y a moins de coups de bras. Je l'ai fait avec des classes de terminale, donc vous savez qu'en terminale ils ont une épreuve finale qui est 3 x 50. Donc j'avais des élèves qui nageaient tous une brasse utilitaire. Donc j'avais 2 classes de terminale, 65 élèves, j'enlève les 15 nageurs, donc j'avais environ 50 nageurs où il fallait que je passe de cette brasse utilitaire à une brasse performante, comme celle-ci. Le jour du test, le jour des épreuves du bac, sur les 45, il n'y en a que 25 qui ont nagé comme ça. Il y en a 15 qui ont repris leur coordination antérieure. Donc en fait, cette deuxième étape, je n'ai pas eu le temps de l'approfondir suffisamment pour que ça prenne complètement du sens, vraiment. Et donc ils se sont remis dans leur ancienne nage, avec donc très énergétique et peu performante. Mais bon, il y en a 25 quand même qui ont réussi, qui sont passés sur ce mode de nage. Donc dans une situation réelle, puisque stress, réalisation de performance. Cette dernière diapo, ce dernier petit film, la dernière séquence montre quelque chose. C'est que on a transféré les éléments. Vous savez, la forme du mouvement, la forme du bras et jambes, les pieds, tout a été conservé. On a transformé des éléments. Mais il n'y a pas eu de substitution. Donc pas de transformation en fait. Je n'ai pas transformé la motricité. Puisque vous avez vu que les deux coordinations cohabitent. Ils font l'ancienne, la nouvelle. En fait, j'ai appris une nouvelle coordination qui n'a pas transformé la précédente. C'est une nouvelle nage, pratiquement. Donc, les dernières remarques pourront indiquer qu'il faudra stabiliser tout ça et donner et faire que les nageurs puissent replacer automatiquement cette nage dans leur contexte, dans son contexte. Deuxième cas, cette fois-ci sur le crawl, et donc changement de coordination en crawl, passer d'une coordination en opposition à une coordination en semi-rattrapé. Alors, avec un temps de rattrapé. Définition du rattrapé, c'est un bras commence son retour, pour moi, hein, celle que j'ai utilisée là dans les termes. C'est lorsqu'un bras commence son retour alors que l'autre n'a pas commencé sa phase de prise d'appui ou de propulsion. Donc on est sur une coordination, c'est une définition spatio-temporelle. C'est pas c'est pas tout à fait la définition dans l'index de coordination qui est de voir comment se placent les temps de propulsion les uns par rapport aux autres et l'écart qui existe entre deux temps de propulsion. Hein, moi c'est vraiment du spatial, c'est-à-dire la main sort, l'autre n'a pas encore démarré. Donc à partir du moment où la main sort, alors je suis sur un petit temps rattrapé, là sur un semi-rattrapé, et là je suis sur du rattrapé complet. Voilà, c'est la définition que j'ai utilisée. Objectif, pourquoi passer sur ce type de coordination? Pour augmenter l'autonomie, j'ai des élèves qui font 50 ou 100 mètres. Donc cette coordination qui sera moins énergétique leur permettra peut-être de nager une plus longue distance. Et donc,
finalement d'avoir une vitesse moyenne sur une distance plus longue, plus importante. Donc nager plus vite en fait. Voilà la coordination des élèves au départ. Alors, bras gauche, bras droit. On voit un retour, donc là le trait qui est là, on voit pas, je ne sais pas si on voit bien le bleu, la main rentre dans l'eau ici. On voit que le problème de ce type de coordination, c'est que le bras va s'enfoncer passivement, assez profondément, presque jusqu'à la verticale de l'épaule. Ce qui fait que la première phase propulsive, la phase de traction, est pratiquement inexistante. Puisque le bras est arrivé pratiquement à la verticale de l'épaule, il n'a rien fait encore, c'est passif. Il y aura une légère accélération, il va y avoir une accélération dans la phase de poussée, donc la phase propulsive est réellement ici, jusqu'au niveau de la hanche, si la poussée est incomplète. D'ailleurs, c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est-à-dire que la poussée est incomplète, la main sort de l'eau, mais la poussée ne va pas jusqu'à l'immersion de la main. Retour, et ainsi de suite. La coordination, on la voit ici, elle est en opposition parce qu'on a un relais entre les deux, avec des petits temps morts bien sûr, mais on a un relais entre les deux propulsions. Voilà. Il n'y a jamais, le bras ne s'arrête jamais devant, il arrive devant, il part directement sous l'eau. Pas de prise d'appui, pratiquement pas de phase de traction. Ça, c'est la situation de départ. Donc, l'objectif, c'est de rajouter une phase de glisse pour allonger la durée du cycle. Si j'allonge la durée du cycle, automatiquement, je diminue la fréquence. Donc, en fait, c'est dans le but d'avoir une meilleure gestion énergétique. Mais également, on sait que le fait de nager en gardant un bras devant va améliorer la glisse et la position du corps. Donc, meilleur alignement et augmentation de l'étrave. Et on peut penser que, même s'il ne nage pas très vite, même si ça reste du 1,2, 1,3 par seconde, on peut penser à une légère réduction de la distance de vague. Mais également, le fait de fixer le bras devant avant de démarrer, je fais l'hypothèse que je vais peut-être récupérer dans cette longueur de trajet une partie propulsive. Avant, le bras s'enfonçait et commençait à accélérer ici. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir avoir une vitesse, il va générer une vitesse qui sera propulsive plus tôt dans son trajet. Donc récupérer cette partie de traction qui était inexistante. Donc en fait, je vais peut-être avoir des temps morts moteurs, mais je vais récupérer de la propulsion par ailleurs avec un plus long trajet moteur. Le moyen que je vais utiliser, c'est la fixation du bras tendu et avoir la conscience de ce bras tendu à la surface. Première situation, les élèves, vous allez voir, il y a 3 élèves, je fais passer sur cette situation. Ils ont des palmes, ils doivent se propulser et ils doivent sentir l'écoulement de l'eau au-dessus de leurs mains. Ça, c'est pour placer le bras. C'est la consigne que je donne. Bras tendu, vous devez sentir l'eau au-dessus de vos phalanges. Ça, c'est le repère tactile qui va leur servir à placer les bras. Les palmes augmentent la vitesse et vont permettre de mieux sentir, accentuent cet effet d'écoulement de l'eau au-dessus de la main. Donc, avoir de meilleures sensations. Deuxième situation, la consigne, c'est je nage d'un bras avec des temps d'arrêt obligatoires. On respire R2 et le bras doit rester tendu, je dois toujours sentir l'eau au-dessus de ma main, l'écoulement de l'eau au-dessus de ma main. Donc 25 rolls d'un bras, puis ensuite l'autre bras, bien sûr. Et l'attention est portée sur le fait que le bras libre reste toujours tendu et que je sente toujours, j'ai toujours la sensation d'écoulement de l'eau au-dessus de la main. Situation suivante, de gauche, de droit. Mais la consigne et la contrainte à respecter, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un temps d'arrêt entre chaque mouvement. Je ne veux pas installer une coordination en alternance bras gauche, bras droit. Je veux qu'à chaque fois, on rectifie la position des mains et qu'on sente toujours, entre chaque mouvement, ils doivent retrouver la sensation d'écoulement de l'eau au-dessus des phalanges.
passe à la situation suivante. La situation suivante est présentée comme suit. Ils vont alterner bras gauche, bras droit. La contrainte, c'est les deux mains ne doivent jamais se retrouver ensemble devant. Interdiction de se retrouver en rattrapé complet. C'est la consigne qui est donnée aux élèves. Voilà. J'attends avec le bras devant et je dois enlever mon bras avant que l'autre n'arrive. En fait, c'est un peu les explications que je leur donne. Ces nageurs font partie ce sont des poloistes. Alors ils nagent en opposition au départ, je vous ai montré leur coordination. Bon, ils ont de bonnes sensations dans l'eau, vous voyez qu'ils s'adaptent bien à la situation, mais ils n'ont jamais appris à nager comme ça. Donc là, c'était sur 2 semaines, j'ai repris cet exercice, ça a duré un quart d'heure environ, donc j'ai repris l'exercice avec les mêmes élèves, toujours les palmes, pour augmenter la sensation, parce qu'on est toujours fixé sur sentir la main à la surface de l'eau. Même chose, on enlève les palmes, et on est toujours axé sur la fixation du bras devant. Le troisième, pardon. Excusez-moi, j'ai zappé. J'aille plus loin dans la diapo. Donc en fait, je vais passer cette diapo. La deuxième partie là, du film, vous allez la voir. Je leur ai demandé la même situation que la fois dernière en brasse. C'est-à-dire qu'on nage comme avant et on nage arrivé au milieu du bassin, vous nagez en semi-rattrapé. Et ce qui s'est passé, c'est que la nage d'avant a été transformée, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils ont allongé le bras et il y a eu un léger temps d'arrêt. Je leur ai demandé de nager très vite jusqu'au milieu et ensuite nager lentement. Même dans la partie nager très vite jusqu'au milieu, le bras s'est allongé devant par rapport à leur nage antérieure. Donc il y a eu une transformation cette fois-ci de la nage qu'ils pratiquaient avant. Voilà, bon, on y est sur cette situation. Donc vous voyez là. Vous voyez, le bras, à l'origine, s'enfonçait immédiatement. Là, on voit un petit allongement, très léger, et on voit qu'il y a une transformation. Voilà pour cette deuxième partie. Donc, je voulais vous montrer qu'il était possible de transformer assez rapidement ces coordinations, même si ça demande, vous voyez, en fait, de passer par... Je ne m'occupe pas du tout de l'ancienne nage, de l'ancienne coordination. Au contraire, j'essaye de m'en écarter. Je mets toutes les contraintes possibles pour pas qu'ils puissent s'en rapprocher et s'y référer. Voilà. Donc c'est un exercice basé sur le but à atteindre, par exemple, nager le plus loin possible, sentir tout le temps l'écoulement de l'eau. Mais voilà, j'essaye toujours de m'écarter avec des contraintes extrêmes qui les empêchent de retrouver ce qu'ils faisaient avant. Alors, on peut discuter sur la méthode employée. Ludovic a abordé le problème des situations, on va en parler maintenant, le problème des situations, quel type de situation. Il nous a présenté tout à l'heure les théories écologiques de l'apprentissage, les théories dynamiques, et également en abordant les problèmes des situations issues du cognitivisme. On va en parler maintenant, on va revenir là, ce sera ma troisième partie. Avant d'essayer de voir quels sont tous les types de situations qu'on utilise en natation, il faut d'abord voir un petit peu dans quel contexte on se trouve. Les situations vont varier selon les objectifs et ces contextes. Vous voyez que les préoccupations du maître nageur, de l'entraîneur ou de l'éducateur ou de l'enseignant sont tout à fait différentes. Donc, est-ce qu'on est en train de faire l'apprentissage, la familiarisation? Est-ce qu'on se réfère à des textes officiels, à des calendriers de compétition?
bon, il y a tout un tas de paramètres qui va décider en fait des méthodes et des stratégies pédagogiques que je vais utiliser. En fait, on va voir deux grandes tendances. Soit je suis basé sur ce que je veux faire, ce que je veux obtenir de mon nageur, par exemple, hein, l'entraînement, donc quel résultat, quelle performance. Donc je vais m'intéresser plutôt au produit. Soit, je dis plutôt, hein, je n'ai pas dit exclusivement. Même chose pour le deuxième partie. Soit c'est plus, par exemple, le domaine de l'éducation physique, c'est de s'adresser au type d'activité que fait l'élève pendant qu'il apprend. C'est ça qui va être intéressant. Donc quel type d'activité va déployer. Mais souvent, on est sur des situations où on s'occupe des deux, bien sûr. C'est pas exclusivement et c'est rarement exclusivement. Moi, la remarque que je voudrais faire, c'est que très souvent, quand on parle des théories de l'apprentissage, que ce soit les théories analytiques, les théories systémiques, donc dont on va parler maintenant, cognitivistes, structuralistes, dont je vais vous parler, si on discute avec quelqu'un qui est spécialiste de ça, il pousse des grands cris et puis il va toujours dénoncer un petit peu telle ou telle méthode. En fait, on s'aperçoit que ce sont des transpositions. Transposition des théories de l'apprentissage, ou des théories cognitives, par exemple. Et on est rarement dans une conception de l'apprentissage. Toutes les situations qu'on présente, elles sont en fait une synthèse. On prend un petit morceau de ça, un petit morceau de ça. Vous allez voir dans les situations que je vais vous présenter, ça va être souvent le cas. Donc il ne faut pas être un petit peu intégriste par rapport à ces théories de l'apprentissage. Deuxième remarque, c'est que souvent donc, ces théories dont on s'inspire pour bâtir notre enseignement ou nos stratégies pédagogiques, il faut être humble par rapport à elles. C'est-à-dire qu'on les utilise comme modèle et on se les approprie. Je vous rappelle un petit peu l'exemple célèbre dans les années 70. Moi, j'ai appris comme étudiant, en étant étudiant, qu'on pouvait apprendre le foot en faisant de l'accommodation, de l'assimilation et de l'adaptation. Pour des adolescents qui voulaient progresser au foot. Et donc, c'était la théorie de Piaget sur l'apprentissage moteur. Et quand, je crois que la lettre est parue dans une revue EPS, quand on s'est adressé à Piaget pour demander ce qu'il en pensait, il a répondu, mais je ne vois absolument pas de quoi vous parlez, parce que moi j'ai étudié le développement de l'intelligence sensorimotrice pour des enfants de 0 à 18 mois. Donc vous voyez, les transpositions hâtives, je dirais par paresse intellectuelle, parce que la similitude était jolie, c'était bien, on faisait l'accommodation, donc hop, avec le ballon, après, puis à la fin ça faisait l'adaptation. Moi j'ai construit des situations comme ça. Voilà. Donc... vous voyez, faut faire attention à ces transpositions, il faut être... voilà. Donc voilà, juste pour vous présenter une classification, on va voir donc quelle est la théorie qu'il y a derrière, quel type de situation à ce moment-là on utilise, quels éléments on a pris dans la pratique et qu'on va enseigner, que va-t-on demander comme activité de l'apprenant, et enfin, quel type d'intervention moi je vais faire sur l'apprenant. Première méthode, des méthodes plutôt analytiques, donc basées sur l'empirisme au sens de l'expérience, le vécu. Alors, il ne faut pas dénigrer parce que c'est 85% des situations qu'on propose, donc en natation. C'est souvent lié, on va le voir, c'est lié à la nature de l'activité. L'empirisme, c'est l'expérience et le vécu, c'est ce qui est efficace. Et dans notre activité, la natation, c'est une activité de production de performance qui est saturée par des problèmes d'efficacité, donc de technique. Et la technique, si on prend comme définition, c'est l'ensemble des actions dont l'efficacité est reconnue, on est dans la définition de l'empirisme, c'est-à-dire ce qui est efficace, ce qui est reconnu. Donc le conditionnement opérant, c'est mettre par exemple en parallèle des sensations avec des actions. Voilà. L'apprentissage social, c'est l'apprentissage par imitation développé par Bandura dans les années 60 par exemple. Donc c'est les pédagogies du modèle. Donc les situations, c'est reproduire des gestes qu'on va identifier. La transposition didactique, on a pris par exemple en natation, on a décomposé tous les gestes efficaces et puis on dit c'est ça qu'il faut enseigner.
Donc la transposition didactique provient de l'analyse de la technique. On demande à l'apprenant de répéter. On lui donne des consignes, on lui montre le geste, on lui explique le geste, on lui dit il faut faire ça, il imite et il répète. Et l'éducateur, il écrit, il corrige. Voilà, dans cette première... donc je dis ça, c'est même dans une séance de natation, même si on est parti sur des constructions, de la motricité, sur de l'éducation physique, il y a un moment, on est sur des situations comme ça. Quand je dis à mes élèves qu'il faut mettre les bras, tends ton bras, ou il faut respirer sur le côté en crawl, on est sur un modèle technique. Même si par moment on va le voir, utiliser d'autres types de situations, on revient toujours quelquefois sur orienter le pied en brasse, on est sur ce type de situation. Alors voilà un exemple d'exercice. Donc la mini-planche avec la main posée dessus. La consigne c'est la planche ne doit pas bouger, ni à droite, ni à gauche, ni s'enfoncer. Voilà. Et on donne des consignes sur le geste à réaliser. Voilà, donc fixation du bras à l'avant avec une autre méthode. Donc ça c'est une jeune nageuse qui est dans un centre d'entraînement. Donc vous voyez, l'exercice est même pas mal réalisé. Deuxième type de situation, cette fois-ci, les situations vont être des situations dans lesquelles on va donner des consignes, on va donner un but à atteindre et on aménage le milieu. Donc en fait, là ici, ce qu'on va, au lieu d'apprendre un geste, on va apprendre une règle d'action efficace ou un principe d'action. Souvent, donc dans ces situations, l'apprenant va explorer la situation qu'on lui donne, la tâche, et essayer de trouver les solutions. Bien sûr, là, à ce niveau-là, l'intervention de l'éducateur va être quand même importante pour donner quelques consignes, faire guider, aider, pour faire émerger plus rapidement les solutions. Voilà un éducatif classique, l'essuie-glace, je crois qu'il s'appelle celui-là, voilà, pour dissocier les épaules. Donc on est sur un principe, une règle, c'est-à-dire que si on veut maîtriser les coordinations, on va commencer par, c'est l'hypothèse, on va commencer par essayer de dissocier ces mouvements pour déconstruire peut-être. Voilà un autre exercice classique, c'est aller le plus loin possible sans faire de mouvement. Voilà le type d'exercice. Donc découvrir en fait que si j'ai le corps aligné et la tête rentrée, j'irai plus loin. Et bon là j'ai repris un morceau du film de tout à l'heure, mais vous voyez c'est un exercice assez connu, où là on ne donne pas la solution, on dit il faut aller le plus loin possible, on va voir qui est-ce qui gagne. Alors ils sont par 4 ou 5, il y en a un des 4 ou des 5 qui va plus loin, donc on fait constater aux autres, mais comment il a fait pour aller, c'est qui est-ce qui a gagné, c'est lui qui va le plus loin, il a la 4e marque, comment tu fais? Et il montre aux autres, et on revient après les autres essayent de reproduire, et on fait constater que tête rentrée et corps aligné, ça va plus loin. Troisième type de situation, on est sur des situations qu'on appelle donc les SRP, situations de résolution de problèmes, où là la tâche est définie par le but à atteindre et peut-être un ensemble de contraintes. Il n'y a aucune consigne de réalisation, c'est l'apprenant qui doit découvrir la solution. Donc là, en fait, pour pouvoir proposer ce genre de situation, il faut avoir procéder à une analyse systémique des comportements. Je vais en expliquer par la suite. Donc en fait, l'élève essaye de trouver des solutions. Généralement, c'est tout ou rien, parce que soit il a la solution, il y arrive, soit il n'a pas la solution, il échoue. Donc en fait, l'activité de l'éducateur, elle ne peut être que dire tu as réussi ou tu as raté, te donner un feedback positif ou négatif, puisqu'il ne donne pas de consigne, il ne donne pas de solution dans cette situation-là. Donc on va pouvoir là parler de décalage optimal, c'est-à-dire que si les solutions sont trop éloignées de ce qu'il sait faire, je n'aurai pas de réponse satisfaisante. Voilà un exercice que j'ai emprunté à François. Donc le but de la tâche, c'est aller traverser la piscine, j'ai pas le droit de sortir les bras de l'eau.
il faut que j'aille de l'autre côté. Je dois garder les bras tendus, je n'ai pas le droit de les sortir de l'eau. Donc la solution, en fait, va passer par trouver l'orientation des surfaces, c'est-à-dire quand je reviens vers l'avant, j'ai un profil de surface faible, surface de mètre cube de surface très faible, et ensuite j'oriente les mains, je les ramène vers l'arrière. Donc là, j'augmente la surface du mètre cube, j'augmente la force de traînée, donc automatiquement j'aurai une propulsion. Voilà un petit exercice sous forme situation résolution de problème. Alors, est-ce que le problème de l'efficacité des méthodes est toujours posé? Il faut voir, on est en natation, il faut voir la logique de cette activité. Quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, que je sois entraîneur, initiateur ou enseignant. En fait, le but de la natation, quelque part, si on prend la natation, natation course, qui existe dans les textes officiels, natation vitesse, natation longue, d'éducation nationale. En fait, je pourrais résumer, mais il ne faut pas le dire, surtout en éducation physique, c'est nager plus vite. C'est-à-dire que si je m'occupe de mettre la tête dans l'eau de mes nageurs, leur apprendre à respirer, d'allonger les bras, en fait, le résultat, les progrès, je vais les mesurer sur un gain de vitesse, automatiquement, ou un gain d'économie de nage. Dans tous les cas, il nagera plus vite sur une distance que je lui impose. Donc sa vitesse moyenne est augmentée. Ça, on n'a pas le droit de le dire, ça, en éducation physique. Le but, c'est pas nager plus vite. Le but, c'est de faire éduquer un citoyen. On va y revenir. D'où la nature même de l'activité va induire des situations beaucoup plus analytiques, puisqu'on est sur la production de performance, donc produire des gestes efficaces. Donc on aura du mal à éviter totalement les situations de type analytique, c'est-à-dire décomposer en éléments efficaces, justement, à acquérir. Ce que je viens de dire, c'est que les buts sont différents. Même si les buts sont différents, le professeur de PS, à un moment dans sa classe en natation, va essayer de mettre en place des comportements efficaces. On va voir d'ailleurs que chaque démarche va avoir ses limites, les avantages et les inconvénients. Les démarches analytiques, celles qui décomposent et celles qui s'appuient essentiellement sur l'acquisition de gestes et se conformer à un modèle. Dans les démarches analytiques, l'avantage, on l'a vu, ça peut être assez rapide. En une situation, quelquefois deux, il suffit de toucher le pied pour hop, ça marche, il suffit de corriger, de rappeler une consigne tactile, hop, ça marche. C'est assez rapide. Et on met en place des comportements, des gestes efficaces. Situation simple à mettre en place. Malheureusement, on l'a vu, quelquefois, chez les débutants qui n'ont pas ce contrôle moteur et cette proprioception affinée, on va avoir du mal à obtenir le résultat. On a tous vécu les nageurs qui nagent avec les bras fléchis, avec la main qui se pose ici. Vous lui dites tends ton bras ou alors fais comme si tu voulais nager comme ça. Il nage, il a bougé de 2 mm vers la droite ou vers la gauche. Il a l'impression de nager comme ça. Donc c'est très difficile à modifier ce type de comportement. Quelquefois c'est assez difficile. Enfin, je vais m'arrêter un peu sur on risque de confondre description et prescription. C'est-à-dire que si j'utilise le modèle des experts, je décompose en éléments. Et je regarde comment nage l'expert, et ma transposition didactique, c'est je regarde comment il fait, et c'est comme ça que doivent faire mes nageurs. Voilà à quoi on peut arriver. Moi, j'ai vu dans la littérature, quelquefois, qu'il fallait, quand on faisait un mouvement en crawl, la main devait aller vers l'extérieur, ensuite elle devait aller vers l'intérieur, et ensuite aller vers l'extérieur. Ça, c'est une description du mouvement, mais on a vu que certains prescrivaient ce mouvement. C'est-à-dire des pédagogues qui disent dans l'eau, ta main doit aller là-bas, elle doit aller là-bas, elle doit aller là-bas. Mais en fait, le mouvement en natation, moi je dis que c'est, j'oriente mes appuis, légère flexion du coude, et ensuite ma main elle est là, et elle va le plus vite possible, et en plus il faut qu'elle accélère jusqu'à la cuisse. C'est ça le mouvement, c'est ça qu'il faut dire. La main, pourquoi elle dévie? D'abord, quand je rentre mon bras, ici j'arrive, je place les appuis. Elle peut dévier légèrement vers l'extérieur. Ensuite, je fais ce qu'on m'a dit. On m'a dit il faut qu'elle vienne vers l'intérieur. Je reviens vers l'intérieur. Ok? Mais c'est pas bon là ce que je suis en train de faire. C'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, quand ma main est ici, mes épaules sont comme ça. Donc là, ma main elle n'est pas au bon endroit. J'ai dépassé largement l'axe. Mon mouvement, s'il est sinusoïdal, comme on a pu le dire, s'il est sinusoïdal, c'est à cause de la mécanique de la nage. C'est-à-dire que là, je suis obligé de plier pour placer
placer mes appuis. Ensuite, je vais plier parce que j'ai plus de force. Si je fais plus de muscu, je pourrais laisser tendu, mais je vais plier pour avoir plus de force. Mais en plus, il y a ce roulis qui intervient. Donc la flexion pour la force, pour le placement de l'appui, plus le roulis, fait que le mouvement va être dévié. Je vais arriver ici, et après je ressors la cuisse, parce que le roulis repart dans l'autre sens. Donc on a un mouvement sinusoïdal, mais qui est induit par la mécanique du mouvement. Ce n'est pas le nageur qui va à droite, à gauche, à droite. C'est la mécanique du mouvement qui fait que le mouvement n'est pas rectiligne. Mais la volonté du nageur, à mon avis, c'est je place les appuis, je produis la plus grande surface possible. Ensuite, je produis la plus grande vitesse possible et la plus grande accélération possible pour avoir la force de traînée la plus importante possible. Puisque on peut la calculer, vous connaissez la formule, R égale KSV2, la force propulsive, on peut la calculer. Mais en plus, il faut qu'il y ait l'accélération, parce que la vitesse du nageur augmentant, si ma main va toujours à la même vitesse, au bout d'un moment, la différence vitesse du nageur, vitesse de la main, diminue, donc j'ai moins de propulsion. Donc il faut que j'accélère, parce que ma vitesse intracycle est en train d'augmenter. Donc il faut que ma main aille plus vite. Donc voilà, en fait, le risque des méthodes analytiques qui décomposent le geste en mouvement. Alors, je m'adresse à mes collègues du jury, là, voilà la situation qui fait le buzz dans tous les concours. Alors celle-là, on l'a tout le temps, quelle que soit la question en crawl. À tous les niveaux. Alors on peut tout faire, hein, on peut placer la respiration, on peut placer chaque phase du mouvement, on peut tout faire avec celle-là. Voilà, situation même de analytique où à partir de la même situation, il suffit que je change une consigne pour travailler un aspect du geste ou un autre. Les démarches, deuxième grande catégorie, les démarches systémiques, qui considèrent en fait que, ce que disait tout à l'heure Ludovic dans sa conférence, c'est que c'est une structure, la nage est une structure où chaque mouvement est réalisé en interaction. Mais on peut, en analysant le système, voir que certains éléments sont les causes des autres. Il faut identifier cette cause et agir dessus. Là, on va donc agir. Alors, par exemple, ça a été un modèle qui a été en natation, qui a été développé par Nathalie Gall dans son ouvrage, et dans son introduction, quand elle montre qu'il y a 4 composantes, propulsion, respiration, prise d'information, équilibration en natation. Et elle précise bien dans son ouvrage qu'en fait, les contenus, ce qu'on va enseigner, ce n'est pas la propulsion, la respiration ou l'équilibre, mais en fait, tout est en interaction. C'est-à-dire qu'un élève qui nage oblique, il a un problème peut-être de respiration qui l'empêche de se mettre à plat. Donc en fait, il va falloir traiter les deux choses en même temps, une motricité d'équilibration et une motricité de respiration. L'avantage de cette méthode, c'est souvent, comme on va traiter des problèmes qui sont liés entre eux, il y a un intérêt éducatif parce qu'on va souvent expliquer dans ce genre de situation. L'intérêt, c'est qu'on va s'adresser à plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'on va régler les problèmes d'équilibration en même temps que des problèmes de respiration. Et également des problèmes de propulsion, parce que si j'ai plus besoin de m'appuyer sur l'eau pour relever la tête, ben c'est peut-être un mouvement qui était sustentateur et qui va devenir propulsif si je suis à plat sur l'eau. Inconvénient, mais il faut pouvoir identifier les causes, ça c'est le problème. Vous avez vu hier dans l'exemple des 28 coups de bras au lieu des 30 coups de bras, et il fallait travailler plutôt les bras, qu'il n'avait plus de jambes après le virage. Mais si dans l'analyse de cet exemple, au premier degré, on dit s'il n'a plus de jambes, il faut qu'il travaille les jambes, c'est qu'il n'a rien dans les jambes. Mais non, la solution, c'est qu'il faut qu'il travaille les bras. Et voilà, la difficulté dans ce genre d'approche systémique, c'est qu'il faut trouver la cause. Donc il faut être attentif à beaucoup de détails qui vont nous permettre d'identifier la cause. L'inconvénient, c'est le même que celui-là, c'est qu'on va s'adresser à plusieurs comportements moteurs en même temps, et pas un geste isolé. Donc c'est beaucoup plus lourd à gérer. Voilà l'exemple de comportement où il faut identifier les causes. Le bras droit est à peu près posé dans l'axe, le bras gauche est plié et dépasse l'axe à la fin du retour du bras. Là,
il ne respire pas, donc on peut supposer que le problème, c'est un problème de pilotage, de contrôle musculaire, de motricité. Même cas, le bras droit à peu près correct, le bras gauche, pareil. Mais cette fois-ci, quand on observe bien le nageur, on voit que c'est lié à un problème de respiration. Regardez, il respire toujours du même côté, il y a un bras qui nage, un bras qui respire, et vous avez vu le lacet que ça entraîne. Troisième cas. Regardez, là, c'est lié à un double problème. Problème de prise d'information et problème peut-être d'expiration incomplète. C'est-à-dire qu'elle tourne la tête sur le côté, elle finit de souffler, elle la replace par devant pour inspirer. Et en même temps, elle prend les infos. Et enfin, là, là c'est un problème... on va dire manque de repères. Là, comme dirait l'autre, il y a du boulot là. Il y a du boulot. Je me dépêche. Je vais aller vite sur les dernières choses. Exemple de situation, je vous décris pendant que les images se déroulent. Comment on peut apprendre en modifiant les représentations? Donc là, je pars d'une représentation initiale que les élèves utilisent en gymnastique, c'est l'appui tendu renversé. C'est-à-dire que la tâche consiste à aller faire l'équilibre sur les mains. Voilà. Je pars de cette situation-là. En fait, je veux m'assurer qu'ils maîtrisent cette verticale renversée en milieu aquatique. Pourquoi? Parce que ce sont des élèves qui ne savent pas plonger, et le but, c'est de les apprendre à plonger. Donc, prérequis, il faut d'abord accepter la verticale renversée. S'il n'accepte pas cette position-là, il va enlever la tête et il fera des plats tout le temps. Donc il faut qu'il accepte d'aller à au moins 2 mètres de profondeur, la tête en bas. On va faire la terre, mais cette fois-ci on part assis. Il y a à environ 2 mètres de profondeur. Donc je pars assis, j'ai les pieds dans la goulotte, donc j'ai un appui. Alors les consignes, c'est on place les bras et la tête, et on doit aller faire la terre. Vous voyez, il va faire la terre au fond, on voit ses pieds. Il va faire l'équilibre sur les mains au fond de la piscine, mais cette fois-ci, il y a 2 mètres. Et comme il y a 2 mètres, on va prendre un petit peu d'élan en partant assis. Troisième situation, même chose, mais cette fois-ci, je dois passer dans le cerceau. Ce que je veux induire, en modifiant le milieu, c'est modifier la représentation du corps, et donc de passer dans le cerceau en essayant de s'aligner un peu. Là, visiblement, ça ne marche pas pour les jambes. Donc, vous voyez, en fait, on place ce cerceau pour... En fait, le cerceau, c'est... Dans la représentation, il doit induire cette bascule du corps vers l'avant. Même chose, on prend un tout petit peu d'altitude pour avoir un peu plus d'élan, donc habituer les élèves à partir d'un peu plus haut. Donc vous voyez, ils sont en position accroupie avec un genou, un pied, mais toujours la même chose, je dois aller faire l'appui tendu renversé au fond, on est à 2 mètres 20, 2 mètres 30 de profondeur. Situation suivante, voilà le dispositif. J'ai travaillé sur la bascule, maintenant je veux y associer la poussée, puisque un plongeon, c'est l'association d'une bascule et d'une poussée. Donc, cette petite frite qui est placée à 30 cm, mais à hauteur des pieds, va induire un comportement de... Alors, le deuxième passage va permettre d'affiner. L'impulsion n'était pas tout à fait bien réglée. Là, l'impulsion est mieux réglée. Voilà. Enfin, dernier exercice, dans cette situation, j'induis la trajectoire. Je dois passer sous la première, émerger dans la deuxième. Et donc là, je passe de la représentation initiale, appui tendu renversé, à la trajectoire vers l'avant. La consigne, la contrainte, c'est je n'ai pas le droit de faire de mouvement, je dois garder les 2 bras tendus devant. Je reviens sur ma citation de départ de Didier Delinière. On est 16 ans plus tard, c'était en 98. Donc ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que maintenant, il y a une équipe qui s'occupe des nageurs. Et souvent, donc, il y a les hommes de terrain et le laboratoire, souvent, ils sont tout à fait proches et présents et travaillent souvent ensemble. Depuis 1998, se sont développés les programmes et instructions. Et ceux qui les rédigent, souvent s'inspirent des dernières théories de l'apprentissage ou même de la physio. On a vu dans nos derniers textes, dans nos derniers programmes, voir apparaître des mesures de VMA, travailler à des pourcentages de VMA.
J'ai pratiquement terminé. Je vous ai parlé de classification de... J'ai fini. Je vous ai parlé de classer des situations. Bah, je vous en ai présenté une, vous me direz où vous la mettez. Celle-ci. Faut oser. Ça fait référence d'ailleurs au maître baigneur, je crois. Je ne sais pas qui. Et là, quand même. J'ai terminé. Voilà, je vous présente la très belle piscine de Limoges pour terminer sur ma dernière diapositive. Et je vous remercie de votre attention. Alors, deux petites choses. Donc la première, pour pas qu'il y ait de différenciation entre Ludovic qui, au lieu de faire 1 heure, a fait 45 minutes plus un quart d'heure de questions, a fait 1 heure plus 20 minutes, eh bien on va faire pareil. C'est-à-dire que comme tu étais censé finir à 10 heures, il reste 5 minutes de questions. Et évidemment, voilà, il reste une communication de 30 minutes. Et la communication de 30 minutes, c'est moi qui étais censé la faire à 11h30 jusqu'à midi. Vous avez bien compris que ce sont mes amis, donc je vais réguler. Tant pis ou tant mieux, donc je vais raccourcir en ce qui concerne mon intervention. Donc première question, qui souhaite la poser à Denis? Oui. Est-ce qu'on peut faire passer un micro? Une question que je voulais poser à Ludovic, et ça tombe bien, parce que je trouve que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Et comme la FFN est là, on se rappelle quand même que Claude Fauquet a changé beaucoup de choses, qu'il y a des ouvrages de la Fédé qui sont assez uniques dans l'entraînement moderne de haut niveau, c'est-à-dire que la première partie, c'est de la philosophie, c'est la place de l'homme, la place de la performance. Et là, on est dans ça, c'est-à-dire qu'il faut même aller plus haut, c'est-à-dire que quelle est la place de l'homme, de l'humain, de l'élève comme de l'entraîneur, et effectivement, et du nageur. Et le nageur, il y a des nageurs, on a vu hier, qui n'avaient pas de temps, comme Stéphane Caron, et pourtant Dieu sait s'il est intelligent, et qui allaient vite à l'essentiel. Et puis, il y avait Alain Bernard et puis Denis, qui avaient plus de temps et des possibilités sans doute d'utiliser telle ou telle méthode pédagogique. Donc je crois qu'il n'y a pas opposition. Et effectivement, après Ludovic, j'avais envie de parler de ce que tu as proposé en brasse. Alors j'aurais à discuter sur des petits détails de chacune des situations, mais c'est ça qui est enrichissant et qui est intéressant. Mais voilà, c'est-à-dire que je pense qu'un bon entraîneur, un bon prof, etc., c'est quelqu'un qui doit avoir cette notion de l'humain général que défend la Fédé, qui on peut arriver à la très haute performance, mais humanisme avec développement de l'écologie, je dirais. Hein, c'est vraiment humainement très intéressant et qu'effectivement c'est enrichissant. Parce que même si on devient très bon, ou peu importe son niveau, on s'enrichit pour sa vie de tous les jours, même 20 ou 30 ans plus tard, comme l'éducation physique a quand même cet objectif-là aussi. Mais on est quand même plus efficace. Et effectivement, je pense qu'un bon entraîneur, c'est celui qui est capable d'avoir ses situations problèmes, de laisser du temps quand il a le temps. Et puis parfois, comme pour la brasse, on a beau avoir le temps, il y a des gamins, on peut leur laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, ils n'auront jamais la solution. Et il y a des fois où il faut savoir être un artiste de l'analytique. Et effectivement, trouver les bons compromis. Et donc je trouve que c'est le bon éducateur, entraîneur, même de haut niveau, c'est celui qui effectivement est capable d'avoir dans sa palette de pédagogique, c'est de passer de l'un à l'autre, mais évidemment en ayant judicieusement choisi l'une et l'autre de ces méthodes. Et je trouve que vos 2 interventions sont au contraire totalement complémentaires. Et qu'il faut savoir les utiliser en fonction du contexte, en fonction de la personne qu'on a en face, et en fonction de ce que l'on apprend, même avec la même personne. Il ne faut pas utiliser toujours les mêmes méthodes. Et c'est ça qui est enrichissant. Et comme tu l'as dit au départ, il ne faut pas être omnubilé par une méthode de pensée ou autre. C'est au contraire s'enrichir et faire ses choix comme ça. Voilà, c'était